nous recevons Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts et conseillère municipale d'opposition à Hénin-Beaumont. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'actualité politique était donc chargée cette semaine. Revenons d'abord sur les sénatoriales. Votre groupe a gagné au moins 5 sièges au niveau national. Mais dans le Nord, Céline Scavenec manque le Sénat à 5 voix près. Est-ce que le Nord reste inaccessible ? Je rappelle quand même que Céline Scavenec double le nombre de voix des écologistes par rapport à 2017. Donc c'est un vrai exploit. Personne n'y croyait. Elle arrive très très près de l'élection et donc forcément c'est très frustrant. Mais moi, franchement, je lui adresse des salutations très sincères, amicales et un bel hommage ce matin parce qu'elle est passée pas loin de l'exploit. Et ça veut dire que pour la fois prochaine, on est vraiment pas loin. Le RN, en revanche, lui a fait 2 sièges sur les 3 nationaux dans notre région, avec notamment l'entrée au Palais du Luxembourg de Christopher Jurek, adjoint à Hénin-Beaumont, votre commune. Est-ce que c'était une surprise ou c'était inévitable ? Je pense que là aussi, on le voyait venir depuis quelques années. Il était passé pas loin la fois dernière. Après, moi, je vois bien ce que le Rassemblement national va essayer de faire de Christopher Jurek. Il est jeune, on dirait un gendre idéal quand on le voit comme ça avant qu'il parle. Et donc, du coup, ils vont essayer d'en faire la vitrine New Age du Rassemblement national, dédiabolisé, qui a l'air d'être votre voisin sympathique. La réalité, c'est que moi, Christopher Jurek, je le pratique politiquement depuis des années, donc je sais d'où il vient, qui l'a formé, quelles sont ses méthodes, et j'ai assisté à beaucoup de choses un peu déplorables qui inquiéteraient vos auditeurs, mais qui, lui, ne l'ont jamais dérangé. Mais la différence, elle est là. Aujourd'hui, ce sont des grands électeurs, des maires sans étiquette qui ont voté pour lui. Voilà. Mais il y a aussi, je pense, un grand désespoir de beaucoup de maires et d'élus ruraux. C'est pas que les maires qui votent au sénatorial, c'est aussi les élus ruraux. Et vous voyez, moi, le soir des sénatoriales, Emmanuel Macron prenait la parole à la télé et il a eu des propos sur les maires que j'ai trouvés affligeants et très inélégants. Il explique, parce que plein d'auditeurs de France 3 ont vu leur taxe foncière augmenter ces dernières années. Et donc, alors qu'une journaliste interroge Emmanuel Macron sur les impôts, est-ce qu'il y a trop d'impôts en France, au lieu d'expliquer les choses calmement, il dit « Ah non, mais c'est la taxe foncière. Bon, il n'y a pas que la taxe foncière comme impôt en France. » Et il dit « Je voulais dire, la taxe foncière, c'est les maires qui l'augmentent. » C'est-à-dire que, premièrement, il ment parce qu'il sait bien que la taxe foncière, c'est aussi les bases d'imposition sont fixées au niveau national. Et donc, elles ont augmenté de 7%, c'est une décision du national. Deuxièmement, il oublie de dire que l'État a baissé de 50% en 10 ans les dotations aux collectivités, qui, bien sûr, pour faire face aux factures d'énergie, pour rendre service à leurs concitoyens, doivent bien augmenter les impôts. Donc, il n'a pas zéro responsabilité là-dedans. Et troisièmement, il met en première ligne de la colère populaire les maires, dont on sait que, premièrement, ils se débrouillent comme ils peuvent, et deuxièmement, ils sont en première ligne, vraiment tout le temps. Et donc, j'ai trouvé ça un peu irresponsable. Et quand un président de la République agit comme ça avec des maires, on ne peut pas faire comme si on ne comprenait pas pourquoi il se fâche à un moment. Voilà. On vient de parler de la ruralité. Autre sujet de la semaine, la présentation d'un plan contre le harcèlement scolaire. Est-ce qu'il peut y avoir un consensus politique autour de cette question ? Alors, j'ai entendu Elisabeth Borne, la Première ministre, qui disait aux parents ou aux victimes de harcèlement scolaire hier « Vous n'êtes pas seuls ». En fait, si, ils étaient seuls, ils se sentaient seuls et ils hurlaient leur solitude depuis des années. On a vu les faits divers s'enchaîner, y compris dans notre région. C'est dramatique et ça fait des années qu'on voit dans l'indifférence générale et dans l'impuissance des services publics. Mais aujourd'hui, ce plan, il était temps. Il y a beaucoup de choses positives dans ce plan que nous, écologistes, on porte depuis des années. Après, je pense qu'il faut bien expliquer aux gens que vous avez beau mettre des mesures d'alerte, des numéros verts, etc. Si l'école n'est pas un système bienveillant, ce n'est pas des consignes supplémentaires aux professeurs et aux directeurs qui vont changer les choses. Nous, ce qu'on demande depuis très longtemps, c'est la mise en place de médiateurs scolaires. Parce que les professeurs sont forcément assez démunis, ce n'est pas leur métier, ce n'est pas leur formation. Et ce n'est pas non plus que le travail de la police et de la justice. Il faut des intermédiaires qui soient spécialisés là-dedans dans toutes les écoles. On avance. Mardi encore, une femme érythréenne a été retrouvée morte sur nos côtes. Le bilan des migrants décédés dans la Manche ne cesse de s'alourdir. Quelle solution, selon vous, ici, dans notre région ? Il faut savoir que, premièrement, la Manche n'est pas la Méditerranée. Je rappelle quand même qu'il y a un chiffre qui est sorti cette semaine des Nations Unies. Il y a déjà 2500 personnes qui se sont noyées en Méditerranée depuis le début de l'année. Officiellement, on sait que les chiffres sont beaucoup plus élevés. Et on sait aussi que c'est déjà, là, à l'heure actuelle, 50% de plus que l'année dernière à la même époque. Il y a cette crise humanitaire. Et en général, quand ils arrivent en Grèce, il y a quelques mois de décalage avec l'arrivée sur nos côtes pour aller en Angleterre. On sait aussi qu'il y a
là, cette année, déjà 25 000 personnes qui ont traversé la Manche et qui sont arrivées en Angleterre. Ce sont les chiffres officiels. Et donc, il faut se rendre compte que cette traversée, les gens l'attendent et continueront de la tenter. Notre travail à nous, autorités françaises, c'est pas de garder la frontière anglaise, c'est leur choix de mettre une frontière entre l'Angleterre et la France. C'est leur travail. Nous, notre travail, il est humanitaire parce qu'on est un pays d'accueil, on est le pays, soi-disant, des droits de l'homme. Et moi, je vois à Calais des choses qu'on ne tolérerait pas, parfois même dans des pays en guerre, et des humanitaires qui travaillent à Calais nous disent on n'a jamais travaillé comme ça dans les autres pays. Vous vous rappelez ces épisodes des autorités qui lacéraient les tentes, qui vidaient les bidons d'eau, y compris qui dispersaient les effets personnels et les doudous des enfants. Un centre pour accueillir ces migrants, les laisser passer. Je pense qu'il faut prendre soin d'eux. Et là, l'urgence, il me semble, est d'aider la Société nationale de secours en mer, la SNSM. Vous pouvez faire un don d'ailleurs en ligne, je le fais régulièrement parce que finalement, ce sont cette société de bénévoles qui se retrouvent en première ligne pour gérer des drames absolus. On a le chiffre des morts dans la Manche chaque année, mais il y a aussi le chiffre de tous ceux qu'on sauve, de ces naufragés, de ces rescapés. Il y en a énormément, dans une forme là aussi d'indifférence générale, parce que on n'arrive pas à suivre ce décompte. Il y a des semaines, c'est 50, des semaines, c'est 200. C'est toutes les semaines que des gens risquent leur vie dans la Manche. Et ça ne peut pas se faire dans notre indifférence. Je sais qu'il y a un projet immigration, un projet de loi qui arrive à l'Assemblée nationale. Qui ne répondra pas à cette question calaisienne. Ça me fait vraiment peur parce qu'en fait, je me dis, vous voyez, ce projet de loi, il ne faut pas mentir aux Français. Ceux à qui on essaye de dire, vous allez mal, c'est à cause des migrants. C'est vraiment faux. C'est vraiment un bouc émissaire. Comme on n'a pas de solution à leur proposer, on dit c'est les migrants. Mais ça n'empêchera pas les traversées. Ce projet de loi ne changera rien à la vie des Français, ni en bien ni en mal. Ça ne changera rien à leur vie quotidienne. Par contre, ça fera qu'il y aura plus de morts en Méditerranée et dans la Manche par le cynisme de certains politiques et par la lâcheté d'autres. Et ça, on doit le combattre. On passe à une question de politique locale, même si les élections municipales n'auront lieu qu'en 2026. Chez les socialistes, les successeurs potentiels à Martine Aubry commencent déjà à afficher leurs ambitions, à commencer par Roger Vico. Est-ce que chez les Verts, la course au beffroi se prépare déjà aussi ? Mais nous n'avons jamais cessé de la préparer depuis que l'élection nous a échappé à 200 voix en 2020. Je peux vous dire que ce travail a commencé le lendemain de l'élection de 2020. Avec un candidat naturel ? Il y a plein de candidatures possibles. Il y a un candidat qui a fait un très bon score la fois dernière, qui est élu municipal, qui fait un gros travail. Mais vous savez, chez les Verts, ça se passe de manière démocratique. Et surtout, on ne focalise pas chez les Verts sur les personnes. Ce qui compte aussi, c'est le projet, c'est le travail d'équipe pour aller chacun convaincre sur le terrain. C'est des combats qu'on mène à Saint-Sauveur. Il y a des projets emblématiques à Lille. C'est comment on rend la ville plus agréable en étant adjoint dans le mandat d'avant, en étant en opposition ce mandat-ci. Et comment on le fera comme maire, parce que franchement, Lille écologie, je peux vous dire que ce sera un grand changement. L'actualité politique, c'était surtout, je le disais pour commencer, les annonces de la planification écologique annoncées, donc présentées par Emmanuel Macron lundi. Avant d'entrer dans le détail des propositions, en préambule, le président a parlé d'une écologie de protection par opposition à l'écologie punitive. Est-ce que vous vous sentez visé ? Moi, je ne me sens pas protégée par Emmanuel Macron, en tout cas. Ça, je vais commencer par là. C'est un gouvernement qui est fort avec les faibles et qui est faible avec les forts. C'est l'inverse de la justice sociale et c'est l'inverse de la justice environnementale. Donc non, je ne me sens pas protégée par Emmanuel Macron qui, au lieu de donner la Légion d'honneur à des infirmières, aux pompiers qui combattent les feux, à des professeurs qui ont un travail formidable, remet la Légion d'honneur au PDG de Total Énergie, Patrick Pouyanné. Donc il aime le pétrole, il aime tout ça et il remet la Légion d'honneur à des gens qui tuent le vivant chaque année par leur activité. Vous assumez une écologie punitive ? Absolument pas, mais je vous dis juste que je ne veux pas laisser dire sans réagir qu'Emmanuel Macron serait le président qui nous protège. Et je pense que chaque Française et chaque Français l'a quand même bien compris dans son quotidien. Après, l'écologie, ça ne peut pas être que des paroles, ça doit être des actes. Et le problème que j'ai avec Emmanuel Macron, c'est que ça parle, ça communique, ça promet, mais ça agit quand même difficilement, sauf quand c'est contre les classes populaires, pour les retraites. Ça, on a vu que sur les retraites, il savait aller au bout. Mais par exemple, quand il était en 2018, il venait d'être président, il a dit « les centrales à charbon, d'ici 2022, c'est fini. Ça pollue trop, d'ici 2022, plus de centrales à charbon. » On est en 2023, et qu'est-ce qu'il dit ? Je suis président de la République, nous sommes en 2023, d'ici 2027, il n'y aura plus de centrales à charbon. Il recycle les annonces. Il prend la même phrase qu'en 2018 et il change juste les dates. Alors je sais que le recyclage c'est écolo, mais là pour le coup, l'écologie nécessiterait de mettre en œuvre ces mesures. On va rentrer dans le détail un peu de ce plan justement. Côté transport, dans les propositions phares, 13 projets de RER en région, ces trains rapides et cadencés, une annonce qui n'est pas nouvelle pour nous. Avant d'en parler, Lila Affaf nous raconte l'histoire de ce projet qui prévoyait de relier Lille à votre ville des Nains, justement.
Oui, c'est ce qu'on appelle un serpent de mer. Le projet ne date pas d'hier. Regardez un petit peu ces dates clés. 2006, c'est la première fois qu'on en parle. Cette fois-ci, il avait le nom de schéma régional de transport, voté à l'unanimité à la région, avant d'être abandonné quelques années plus tard. Il refait surface en 2013, encore une fois voté au Conseil régional, avec une ambition, une mise en service en 2025. Et puis on en a reparlé plus récemment de ce RER métropolitain. C'était en 2022, en novembre, lorsque Emmanuel Macron a annoncé sa volonté de voir 10 projets semblables à celui-là créés en France, notamment celui de Lille. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est le projet de RER métropolitain dans notre région? Il s'agit de la création, regardez, d'une nouvelle ligne de train entre Lille et Hénin-Beaumont, temps de trajet diminué, 20 minutes contre 45 minutes approximativement en ce moment. Un autre avantage, c'est la rotation, plus de trains en circulation, un toutes les 10 minutes contre un toutes les heures environ en ce moment aux heures de pointe. Et puis la région veut aller encore plus loin, regardez, en développant des lignes vers le nord, Courtrai, Armentières, des lignes aussi vers le sud, Arras et Douai. Et tout cela présente énormément d'avantages. Vous regardez, vous avez un avantage écologique, désengorger ces autoroutes, notamment la 1, complètement saturées tous les jours. Deuxième avantage, c'est le confort des voyageurs, puisqu'en les incitant à prendre le train, des trains plus nombreux, eh bien, fini les gares, notamment celle-ci ici, la gare de Lille-Flandre, bondée aux heures de pointe. Mais alors, pourquoi est-ce que ça coince? Pourquoi est-ce que le projet n'avance pas? C'est parce qu'il est faramineux. Imaginez, il faudrait déjà créer 2 gares. La première à Hénin-Beaumont, la deuxième à Lille, cette fois-ci en souterrain, créer aussi des rails, des chemins de fer et puis investir dans le matériel roulant. Tout ça a un coût. Le coût est estimé à 7 à 9 milliards d'euros. Alors quand le président de la République annonce 700 millions d'euros mis sur la table pour les 10 projets français, ça fait doucement sourire Xavier Bertrand. Il expliquait sur LCI, il manque un zéro. Ceux qui ont proposé ça au président ne sont pas sérieux. Bref, on n'a pas fini d'en entendre parler. Alors Marine Tondelier, ce projet viable, finançable? Non, mais en fait, il faut arrêter de plaisanter avec les transports en commun parce qu'on se rend compte que moi, depuis Hénin-Beaumont et depuis très longtemps, pour moi, élection égale mensonge sur un transport. Gérard Dallongeville, vous vous rappelez de notre maire qui a fini quand même en prison avec 18 chefs d'inculpation, lui, il a été élu maire en promettant une gare TGV à Hénin-Beaumont déjà. Premier épisode. Deuxième épisode, Daniel Percheron, 2015, élection régionale, dit « Habitants d'Hénin-Beaumont, vous aurez un RER entre Lille et Hénin toutes les 4 minutes. » Bon, ok. Emmanuel Macron, 2022, présidentiel, nous dit se réengage sur les projets de RER métropolitain et notamment sur celui de Lille et Hénin-Beaumont. Mais quand vous habitez à Hénin-Beaumont, il y a une gare en fait. Alors, pas TGV, Dallongeville a menti, mais il y a une gare TER. Et donc, on nous explique que peut-être en 2040, on aura un RER, parce que même si ça marche, vous voyez, il n'y a pas les financements. On ne sait pas comment on le fait. Moi, je les ai faites, les réunions publiques. Hein. Ils ne savent pas comment ils font la gare en souterrain. Ils ne savent pas la pente du train pour que ça sorte avant les Alors, on fait quoi? Ils ne savent pas comment. Eh bien, on met des TER. Il y a une ligne de TER qui existe depuis très longtemps. De toute façon, dans le bassin minier, il y a toujours eu beaucoup d'habitants et beaucoup de transports. C'est l'une des lignes les moins fiables de tous les Hauts-de-France. Alors peut-être que c'est parce que c'est des gens pauvres qui habitent, donc on s'en fout. C'est parfois que ça se passe comme ça dans les politiques publiques. Et donc un jour, c'est des feuilles mortes et puis il n'y a pas la machine pour les nettoyer. L'autre jour, c'est le passage à niveau qui est en panne. C'est les voies qui sont mal débroussaillées. Il y a toujours quelque chose. Parce que cette bonne idée, alors, non, mais comme les politiques sont en train de dire en 2040, il y aura un RER, on n'entretient plus ces voies, on a le matériel le plus vétuste, on n'a pas assez de conducteurs. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est des transports aujourd'hui. S'il y a un RER en 2040, fort bien, il y a 700 millions d'euros sur la table pour 10 projets, il faut 7 milliards pour le seul projet des Hauts-de-France. Donc, je ne suis pas rassurée sur le fait que ça existe un jour, et je ne veux pas qu'on m'embrouille chaque jour en disant « ton TER est en retard, Marine Tondelier, mais ne t'en fais pas ». En 2040, il y aura un RER. Nous, c'est maintenant qu'on prend les transports et on veut arrêter de s'encastrer dans les bouchons sur la 1. Avec les transports. Justement, on a parlé des transports en commun. Emmanuel Macron a aussi parlé des transports individuels avec une voiture électrique en leasing à bas coût. La voiture électrique, c'est l'avenir pour vous? Plus que la voiture thermique, qui de toute manière va être interdite prochainement. Et donc on voit bien que, et pour la qualité de l'air, et parce que le pétrole coûte de plus en plus cher, et c'est normal, il y en a de moins en moins, et la situation géopolitique mondiale fait que de toute manière, on sait depuis des années que ça ne pourra pas durer comme ça très longtemps. Mais
voilà, la voiture, c'est pas un sujet simple. Le problème de la voiture, c'est pas juste quel moteur il y a dans la voiture, c'est le nombre de routes, c'est le fait d'avoir des centres-villes complètement encombrés alors qu'on pourrait faire autrement. Mais le sujet de la voiture, c'est aussi la mobilité. Et pour habiter dans cette région, je sais qu'il y a plein d'endroits, surtout quand votre TER ne marche pas ou quand vous n'avez pas de gare du tout, vous êtes obligé d'avoir une voiture. Et le leasing, c'est une bonne solution bien pour les sûr, foyers modestes ? Être électrique. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, la voiture électrique, c'est pas accessible à tout le monde. Donc un leasing à bas coût. Et donc un leasing à bas coût, oui. Et puis surtout, la question est où on produira ces voitures électriques. Nous sommes dans une région qui est une région de l'industrie automobile. Si on pouvait éviter de faire en sorte que tous ces véhicules électriques soient produits à l'autre bout de la planète, alors ça nous créerait... L'objectif a été affiché par Emmanuel Macron de faire justement de notre région une vallée de la batterie. Est-ce que c'est une vision que vous partagez pour notre région ? Moi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que la voiture électrique reste une voiture. Ça ne résout pas tous les problèmes que pose la voiture, les embouteillages, le bruit, la pollution aussi, parce que c'est l'abrasion des pneus sur les routes et les particules de freinage aussi qui polluent l'air et notre santé. Mais on aura besoin de voitures. Mieux partagée, plus petite. Par exemple, il faut arrêter le concours de la voiture la plus grosse parce qu'on est content quand on a une grosse voiture. On voit bien que c'est pas ça l'avenir. Mais oui, il faudra des voitures et autant qu'elles soient produites. Et des gigafactories ? Vous voyez, moi, je suis allée beaucoup accompagner les salariés à Douvrin, à Stellantis. Il y a 2000 salariés. On sait que l'activité finit en 2024. Alors, il y a ceux qui vont prendre des retraites anticipées, il y a ceux qui vont se former, faire autre chose. Mais il y a des gens qui veulent continuer à travailler là-dessus. Et le fait qu'une usine de batterie ouvre en face fait partie de la solution. Après, moi, j'alerte sur le fait que c'est jamais les mêmes personnes qui sont embauchées à la fin. C'est pas vrai qu'on va prendre tous les gens de Douvrin puis dire vous allez faire des batteries électriques. C'est pas les mêmes métiers. Et donc il faut aussi, si on veut que ces emplois restent dans la région, des vraies filières de formation. C'est aussi ça le rôle du conseil régional, former aux métiers de demain. Et donc des jeunes doivent apprendre aujourd'hui ces métiers. Qui dit voiture électrique dit aussi besoin de plus d'électricité. Comment on la produit cette électricité ? Vous me voyez venir avec des énergies renouvelables. Vous savez, nos voisins allemands, les Verts sont au gouvernement et nos voisins allemands sont à 50% d'énergie renouvelable, là aujourd'hui, et seront à 80% en 2030. Mais ils sont très dépendants, les Allemands. Oui, mais ils font ce travail, et je peux vous dire que dans 5 ans, ils seront vraiment autre part. Nous, en France, on est les bonnets d'âne de l'Europe sur les énergies renouvelables. Alors je sais que quand on habite dans les Hauts-de-France, on a l'impression de voir des éoliennes partout, mais la réalité, c'est que la France s'était engagée auprès de l'Europe à être à 23% de renouvelables, là en 2022. Nous n'y sommes pas. C'était l'objectif le plus faible d'ailleurs de toute l'Europe et on est à 19. C'est-à-dire que même quand on suit des objectifs hyper faibles, on n'arrive pas à les remplir. C'est pas normal qu'il n'y ait pas d'éoliennes en mer. C'est pas normal qu'il n'y ait pas plus d'éoliens. C'est pas normal qu'il n'y ait pas plus de solaire, de géothermie, qui sont bonnes pour l'environnement, bonnes pour le climat, mais ça ne suffira pas à produire l'électricité. L'association Négawatt, qui a fait justement des anticipations, dit qu'il faut malgré tout baisser la demande en électricité. D'ailleurs, RTE parle aussi de sobriété structurelle. J'allais venir. Est-ce que vous parlez de sobriété ou même de décroissance ? Est-ce qu'il faut produire moins aujourd'hui ? Alors moi, je veux faire la différence entre deux notions, la sobriété et la précarité. Parce je sais qu'il y a plein de gens dans notre région qui ont l'impression de déjà vivre la sobriété parce qu'ils sont pauvres et qu'ils n'arrivent pas à chauffer. Donc, ils font attention, non pas pour des raisons environnementales, mais financières. Et donc, je ne veux pas donner l'impression aux gens que je souhaite qu'ils continuent à ne pas pouvoir se chauffer. Nous, on veut plus d'égalité sociale et plus d'égalité environnementale. Pour ce qui est de la sobriété, la différence, c'est par exemple, si vous passez devant une vitrine et vous voyez une robe, il y a « je la veux, mais je ne peux pas me l'acheter » parce que je suis en précarité, et il y a « je la veux, mais en ai-je besoin ?» et par mesure de sobriété, je ne l'achète pas. Ce n'est pas la même chose. Il est évident que quand on voit les chiffres actuels, par exemple, le fait que la banquise fond 100 fois plus vite que prévu en Alaska, le fait que 60% des oiseaux des champs ont disparu en 40 ans et qu'il y a un vrai effondrement de la biodiversité, que le climat s'emballe, qu'il y a de plus en plus de maladies environnementales, on voit bien qu'on va devoir ralentir sur certaines choses. Et donc, le but, c'est soit on choisit ensemble ce qu'on arrête et ce qu'on diminue. Moi, par exemple, j'estime que les panneaux publicitaires lumineux dans les rues, ça ne sert à rien à part nous donner envie d'acheter des trucs qu'on ne peut pas s'acheter et qui polluent, genre des SUV. Donc, on fait des choix. Ça, par exemple, on peut choisir ensemble. Je pense que si on vote, les gens vont dire oui, ça c'est vrai, on n'en a pas besoin. Et on se concentre sur ce dont on a besoin et ce qui nous rend vraiment heureux. Par exemple, mieux manger, mieux habiter, mieux se déplacer dans des TER qui marchent. Je pense que c'est des choix de société qu'on a à faire ensemble plutôt que de les subir au moment de l'effondrement dans quelques années. Dans le mix énergétique aujourd'hui, la France est très dépendante du nucléaire, une énergie décarbonée. Est-ce que vous êtes favorable à ce deuxième EPR, notamment à Gravelines ? Le souci, c'est qu'on fait croire aux gens, encore une fois, que les nouveaux EPR vont tout résoudre. Il y a 1 an, la moitié des centrales nucléaires de France étaient à l'arrêt
pour des problèmes de maintenance, de malfaçon, etc. Donc si on dépend du nucléaire, et pourquoi d'ailleurs serait-on le seul pays du monde à dépendre du nucléaire, ça n'a pas de sens et c'est dangereux. On est aussi dans un monde où on nous dit qu'on va construire des EPR, la nouvelle génération. Il y en a un seul aujourd'hui d'EPR qu'on essaye de construire, il est à Flamanville. Il devait ouvrir en 2012, coûter 3 milliards d'euros. Nous sommes en 2023, il n'est toujours pas ouvert, plus de 10 ans de retard, et on a déjà 20 milliards d'euros. C'est-à-dire que l'énergie qui va sortir de ces EPR va être beaucoup plus chère que l'énergie qui est produite par une éolienne aujourd'hui. Et par ailleurs, quand on vous dit qu'on va construire 6 nouveaux EPR, qu'on n'a déjà pas réussi à en construire un, donc j'attends de voir, et qu'on dit toute notre politique énergétique, toute notre politique climatique, on l'a mise là-dessus, je trouve ça très risqué. Et en plus, même si par miracle, on arrivait à construire tout ça sans problème et que ça ouvrait, on va dire 2045, c'est ça que disent les rapports qui fuitent du gouvernement. Donc là, on mise sur une solution qui ne fonctionne pas avant 2045, là, alors qu'une éolienne, en 6 ans, elle est sur pied, elle fonctionne. Et en 2045, on ouvre du coup des centrales qui vont fonctionner 60 ans. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un, un expert nucléaire, puisse me dire les yeux dans les yeux qu'entre 2045 et 2100, tout se passera bien à Gravelines, qui est construit en dessous du niveau de la mer. Et les centrales, quand on les met au bord, parce qu'il faut de l'eau pour une centrale, quand on les met au bord de la mer, on voit bien qu'avec la montée des océans, c'est compliqué. Quand on les met dans les fleuves, le Rhône, par exemple, son débit va baisser de 40% d'ici 2050. On ne saura pas les faire fonctionner, et y compris en termes de réchauffement des fleuves, c'est ça qui va se passer en période de canicule. Les normes nous demandent d'arrêter les centrales parce qu'on ne peut pas rejeter l'eau trop chaude dans la rivière derrière parce que c'est très dangereux pour les écosystèmes. Et donc, de fait, le nucléaire n'est pas résilient au changement climatique et ça va être dangereux. Donc oui, une éolienne, c'est peut-être... Les gens, peut-être, ils n'aiment pas en avoir dans leur jardin, mais c'est quand même mieux pour notre sécurité collective. On va avancer un peu dans le débat. On va se recentrer un petit peu sur votre parti. Alors, l'écologie est devenue une préoccupation majeure, au-delà même de tout clivage politique. Je vous propose d'écouter quelques réactions recueillies à Lille. Le problème est tellement global, tellement grand, que même nous, on vit tous les jours en pensant à ce problème. On sait qu'il est là, mais il est tellement, dans un sens tellement terrifiant, on paraît tellement impuissant à notre échelle que... comme beaucoup de gens, je pense, on vit beaucoup dans le déni aussi de ce qui pourrait arriver. Ça concerne tout le monde, donc ça devrait être d'actualité pour tout le monde et être important pour tout le monde. Donc il ne devrait pas y avoir autant d'écart entre les politiciens, quoi. La seule issue possible, c'est que les partis soient tous d'accord et s'y mettent, qu'il y ait un travail, une intelligence collective qui se mette en place. J'aimerais savoir si Marine Tondelier est prête à faire des compromis notamment pour l'union de la gauche aux européennes et l'union de la gauche en vue de l'élection présidentielle de 2027. Est-ce qu'en fin de compte, elle ne prend pas plus à cœur les intérêts de son parti et le score de son parti aux élections, plus que vraiment l'urgence écologique qui requiert bien sûr l'union de la gauche? Une réponse, Marine Tondelier? Les choses sont claires. Il n'y a jamais eu autant besoin d'écologie. Je vous ai donné plein de chiffres à l'instant. Le fait est que on voit bien qu'en fait, quand on dit l'écologie, elle est partout, souvent c'est qu'elle est nulle part. Et j'entends la dame qui dit le mieux, c'est que tous les partis se mettent d'accord. J'ai pas de problème avec ça, mais ça n'existe pas. Le président de la République, Emmanuel Macron, a réuni des chefs de parti, tous les chefs de parti, le 30 août dernier. On a passé 12 heures à discuter. Le cumul des mandats, comment il faut faire les élections, l'Ukraine, tout, sauf l'écologie. C'était même pas à l'ordre du jour, de 12 heures de réunion sur les défis contemporains. Donc moi, j'ai mis le sujet sur la table 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et sur LFI? Il y a besoin d'écologistes. L'alliance avec LFI. J'ai pas de problème avec la France Insoumise, je n'ai de problème avec personne. Mes adversaires sont à droite et à l'extrême droite. Et pour 2027, je suis extrêmement claire. Extrêmement claire. Il y aura encore la NUP en 2027. Il faudra un candidat unique. Je ne sais pas si ça s'appellera NUPES, ça s'appellera comme on veut. Mais nous devons gagner, pas pour nous, pour être contents, mais parce qu'il y a des gens, et notamment dans cette région, qui ont besoin qu'on gagne pour que leur vie change. Sur le plan social et sur le plan environnemental. Ça nécessitera de travailler ensemble, mais moi, je n'entends pas tout le monde le dire, les socialistes l'ont dit, j'attends une réponse très claire des communistes et des insoumis. Travailler avec le nordiste Fabien Roussel, c'est possible encore aujourd'hui? Mais je le fais, vous savez, avec Fabien Roussel, on a des désaccords sur le sujet nucléaire, par exemple, que vous venez de citer, mais quand il a fallu aller aider les salariés à Val-d'Une, nous y étions ensemble. Et sur plein de dossiers, nous sommes là ensemble. L'union fait la force et on l'a fait au régional. On est re-rentré dans l'hémicycle en travaillant ensemble. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire en 2027. C'est ce que je porte très fermement, très clairement, je vous le dis ici, je l'ai dit clairement il y a des mois. J'attends que la France Insoumise et le Parti communiste soient aussi clairs sur leur volonté de travailler avec nous en 2027, sans faire du fait que ce soit leur candidat un préalable. Les écologistes l'ont fait, les socialistes l'ont fait, à eux. Alors vous prévoyez un nouveau nom pour le parti. Pourquoi? Pour faire quoi? Alors, on va s'appeler les écologistes. Je pense que c'est plus clair pour tout le monde. Et puis, l'idée, c'est que, vous l'avez dit, il n'y a jamais eu autant d'écologie dans la tête des Français. 70% des Françaises et des Français
ne disent pas juste ça existe le changement climatique. Ils disent j'ai conscience que ça a déjà un impact sur ma vie aujourd'hui. Mais la marche est haute. Septembre, mois le plus chaud, on sent bien l'angoisse aujourd'hui des gens. Pour autant, ils ne vont pas forcément prendre leur carte chez les Verts. On voit bien qu'en fait, entre la conscience et l'engagement, la marche est très très haute. Et donc nous, je pense qu'on doit prendre acte du fait qu'on ne s'engage plus en 2023 comme on s'engageait il y a 40 ans en prenant 5 cartes dans un parti comme on entrait en religion et en y dédiant chaque minute de sa vie. Chez les jeunes même, ils n'y croient plus à la politique. Il y a une partie des jeunes qui s'orientent vers des organisations qui font des actions avec lesquelles on travaille également. Comme Extinction Rébellion. Est-ce que finalement, aujourd'hui, le militantisme écologiste, il n'est pas plutôt vers ces organisations que dans les partis politiques? Non, ça c'est pas vrai parce que faut pas que vous pensiez que tout est séparé comme ça. Il y a les associations d'un côté et les militants politiques de l'autre. C'est souvent les mêmes personnes. Il y en a qui font que l'un ou que l'autre, mais on travaille ensemble tout le temps. Et donc la réalité, c'est que on doit changer, s'ouvrir. Europe Écologie Les Verts doit s'ouvrir en devenant les écologistes. Et depuis 150 jours, on a fait 30 000 questionnaires. Il y a 30 000 personnes qui ont répondu à notre questionnaire. On a fait 250 ateliers dans toute la France. On a sollicité la société civile. Il y a 180 structures, des très grosses ONG ou toutes petites qui nous ont répondu, qui représentent en tout 2 millions d'adhérents en France. Et c'est avec tout ce qu'ils nous ont raconté qu'on va créer ce nouveau mouvement qui soit plus ouvert, où on se sente accueilli, où on ait le choix en fait, parce qu'il y a des gens qui veulent juste se former, ils veulent de l'information, de la formation. Il y a des gens qui disent moi je vote toujours pour vous et je prépare une petite liste dans mon village pour les municipales, est-ce que vous pouvez m'aider? Il y a des gens qui disent moi je combats un projet d'entrepôt logistique, un de plus, est-ce que vous pouvez me mettre en contact avec des gens qui combattent le même genre de projet à l'autre bout de la France? Il y en a qui disent moi je milite dans la ruralité, c'est pas pareil que militer en ville. C'est une nouvelle sorte de parti politique, c'est un mouvement qui sera très démocratique, parce que je pense pas que quand on crée un nouveau mouvement, il faut dire du coup il n'y a plus qu'un chef, vous obéissez. C'est pas comme ça que ça se passe chez les Verts, qui doit être très convivial et où on doit s'entraider parce que quoi qu'on cherche, on trouvera dans ce mouvement. C'est ça notre projet et ça se passe sur lesécologistes.fr. Merci Marine Tondelier d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous dimanche prochain à suivre Dimanche en politique nationale.